Mesdames et messieurs, on se retrouve après l'invité du soir reçu par Angèle Tobola. C'était une nouvelle diffusion. À nouveau, bonsoir sur le plateau du débat. Nous allons aborder tout d'abord le sommet de la francophonie 2024 avec un focus sur les innovations et l'entrepreneuriat. Puis nous discuterons du procès Steve Amoussou et des enjeux entre liberté d'expression et responsabilité sociale. Nos invités Hugues Hector Zogo et Michael Vogbe nous ont rejoints sur ce plateau de débat. Bonsoir Michael Vogbe. Bonsoir Maël et bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent. C'est un plaisir pour moi. Bonsoir Hugues Hector Zogo, merci d'être là une fois encore. Bonsoir Maël Lorson, bonsoir également aux téléspectateurs. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver sur ce plateau. Monsieur Julio Tometti nous accompagne également dans ce débat. À nouveau, bonsoir Monsieur Tometti. Bonsoir Madame Maël et bonsoir à nouveau aux téléspectateurs de Télétour qui nous suivent. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Ce 4 octobre s'ouvrait la 19e édition du sommet de la francophonie en France sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Alors, ma première question va vers Hugues Hector Zogo. Quelles sont les attentes du Bénin pour le sommet de la francophonie? Oui, les attentes du Bénin, bien évidemment, c'est d'abord pouvoir démontrer à la communauté francophone que notre pays ne cesse de prendre des dispositions pour répondre favorablement à tout ce qui a rapport à ce que nous pouvons appeler la langue française. Parce que vous savez, la francophonie, c'est quand même l'espace qui permet aux citoyens partageant en commun la langue française de pouvoir s'exprimer. Et donc, je vais dire qu'au cours de ce sommet, ce 19e, puisque vous venez de le préciser, bien évidemment, il a été essentiellement question pour notre pays, le Bénin, d'affirmer une fois encore son identité en tant que nation, mais tout en démontrant ses capacités à demeurer un peuple résilient, à démontrer ses capacités à travers cette jeunesse-là qui a porté un certain nombre de projets innovateurs. Et donc pour moi, essentiellement ce dont on pourrait parler en termes d'attente de notre pays a été satisfaisant, puisque nous avons quand même eu la chance d'avoir 10 jeunes entrepreneurs qui se sont retrouvés au salon à Paris. Alors, Michael Vogbe, quelles sont selon vous les innovations qui doivent être mises en avant pour attirer les investisseurs francophones? Alors, d'abord, avant d'aborder votre question, je tiens à mentionner que ce sommet a d'abord pour objectif de servir de cadre de coopération pour le renforcement des coopérations entre les États ayant en partage la langue française. Il y a entre autres les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique de l'Est et certains pays de l'Europe également, des territoires d'outre-mer. Alors, quand on prend cela en compte, il faut dire que ce sommet a également pour objectif d'implémenter la vision de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, il ne s'agit pas essentiellement de mettre l'accent sur la langue française, mais il faut également mettre l'accent sur les objectifs, la mission de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est entre autres de veiller à l'égalité des genres, de veiller à la bonne gouvernance, de veiller à la transparence. Donc au cours de ces conférences, de ces sommets, les chefs d'État discutent également des questions conflictuelles liées à la gestion du monde, des enjeux politiques. Il s'agit entre autres, par exemple, de la crise au Liban, de la situation conflictuelle, par exemple, entre le Rwanda et la RDC. Donc, à cette occasion, il faut dire que beaucoup de questions sont abordées réellement en ce qui concerne les orientations du monde. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, un pays ne peut plus rester en solitude, en quarantaine, pour penser développement, pour penser innovation, pour penser culture. Parce qu'aujourd'hui, le monde est beaucoup plus un espace terrestre englobant qui met en compte tout le monde ensemble. Donc il faut dire que le Bénin, si on prend en compte ces objectifs que j'ai cités tout à l'heure,
Le Bénin œuvre réellement pour l'implémentation. Parce qu'en réalité, si on prend par exemple l'aspect de la bonne gouvernance, il faut évaluer les aspects. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin œuvre pour la bonne gouvernance? Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin œuvre pour la transparence? Est-ce que la gestion du gouvernement ou bien de l'État aujourd'hui se conforme beaucoup plus aux objectifs de la francophonie? Donc, je pense que ce sont pêle-mêle les aspects que j'aimerais relever. Alors, est-ce qu'au-delà de tout cela, quelles sont les innovations qui doivent être propulsées pour attirer les investisseurs francophones? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le Bénin a beaucoup à vendre sa culture. Et le gouvernement du président Patrice Talon met beaucoup plus l'accent sur l'aspect de la culture, le tourisme aujourd'hui avec les Forum Days qui ont été organisés et les innovations qui peuvent révéler le Bénin au monde. Donc je pense qu'en matière d'entrepreneuriat, le Bénin peut beaucoup plus vendre sa culture. Le Bénin peut vendre également son intellectualisme. Parce qu'au Bénin, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin fait partie des pays où les cadres émerveillent beaucoup plus sur le territoire national et également dans le monde entier. Donc je pense que ce sont les aspects que le Bénin peut réellement mettre en valeur pour s'illustrer en ce qui concerne le développement dans le monde. Alors, Monsieur Julio Tometti, vendre la culture, quand on sait que notre culture est majoritairement basée sur la langue la langue ethnique, et comment alors cette culture peut être adaptée à la langue française afin d'attirer effectivement, afin de vendre le Bénin sur le monde francophone? Le Bénin, en tenant compte des défis du monde actuel, peut-être il faut recentrer le débat sur, comment dire, les attentes que les peuples francophones avaient de ce sommet de la francophonie. J'ai suivi personnellement, c'était en mars dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars 2024, où la secrétaire générale de l'organisation la rwandaise Louise Mushiki-Yawabo, disait en fait que il y a différents retours qu'ils ont eu, d'accord, que l'attente aujourd'hui, la concentration est beaucoup plus envers les jeunes, puisque les jeunes constituent en fait l'avenir de l'organisation. Et l'attente principale, en fait, c'est notamment orientée vers le plein emploi. Comment faire pour aboutir à ce plein emploi tout en restant focus en fait sur les besoins en fait des communautés. Et donc c'est ce qui a motivé qu'à l'occasion en fait de ce sommet, qu'on ait retenu le thème de créer, innover et entreprendre. Créer, innover et entreprendre, lorsqu'on le dit, ça peut paraître un concept flou. Et quand on parle de création de l'innovation aujourd'hui, on ne peut pas le faire en fait sans mettre les jeunes au cœur et en s'implémentant notamment en fait à des défis actuels liés au numérique, au changement climatique, à la crise ou bien à la sécurité alimentaire et ainsi de suite. Donc c'est dans ce cadre que en fait cette thématique a été retenue. Mais il faut dire en fait que le Bénin était déjà en avance en ce sens que déjà en 2023, d'accord, le Bénin avait mis en place en fait une stratégie, ce que nous avons appelé la stratégie nationale d'intelligence artificielle des mégaphones SMIT, où en fait un mécanisme a été créé pour accompagner en fait les jeunes créateurs, les jeunes startups en fait dans différents domaines pour tenir compte des défis que nous avons. De sorte qu'aujourd'hui, en fait, comme je le disais tantôt, le Bénin s'était préparé pour répondre aujourd'hui en fait aux défis du monde actuel. Et ce sommet, c'est notamment 4 objectifs qui ont été, 4 thématiques stratégiques qui ont été évoquées. Il s'agit d'abord de l'intelligence artificielle, comment mettre les bénéfices de l'intelligence artificielle au cœur en fait des défis actuels, la transition énergétique, la sécurité alimentaire et les mécanismes de financement. Et il faut noter que dans ces 4 en fait, thématiques qui ont été abordées, le Bénin a pu se faire représenter à travers 10 jeunes audacieux dans tous ces domaines-là, en considérant, bon, si on les répartit un peu, ça fait son nombre de 10, mais répartis en 4 ou 5 thèmes différents qui englobent en fait tous les enjeux de cette thématique qui ont été abordés. Vous vous rendez compte que lorsque votre politique, vos jeunes,
à travers le dispositif, leur formation, sont en adéquation avec les enjeux et les défis du monde, vous ne pouvez que attirer en fait l'attention. Et il y a un élément stratégique donc qu'il ne faut pas omettre, c'est notre Seme City. On n'en parle pas assez. Ça a été en fait, comment dire, le creuset d'inclusion en fait de beaucoup de jeunes par rapport à ce qui est proposé. C'est un espace, on dit, beaucoup vous le diront, c'est vrai que ce n'est pas encore à son plein épanouissement, mais véritablement, si on se concentre un peu sur ce qui se passe là-bas et ce qui en sort, des résultats qui en sortent, on peut être fier de dire que le Bénin se positionne davantage sur les enjeux nouveaux en fait du monde, dans une très belle position, et notamment en parlant de la francophonie, ou des pays qui ont en partage le français, puisque véritablement il a été dit, l'avenir de la francophonie, ce n'est plus beaucoup plus une question de langue, mais c'est pouvoir comment peser en fait, comment dire, notamment au niveau des défis du monde actuel. Et le défi le plus important, à part la question d'ordre culturel sécuritaire, c'est le défi de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'en fait, nous sommes très bien positionnés pour davantage peser davantage. Merci bien. Alors, Monsieur Hugues Zogo, avec la vulgarisation des apprentissages en anglais, peut-on dire que la France veut repositionner le français en tant que langue technique et commerciale? C'est une question assez stratégique. On ne va quand même pas, on va pas se leurrer. Aujourd'hui, avec ce défi qui s'offre aux différentes communautés, vous avez par exemple le Nigeria qui est à côté, vous avez le Ghana qui n'est pas si loin que ça, et vous voyez beaucoup de jeunes béninois qui se déplacent pour aller vers ces communautés-là ou ces pays-là pour apprendre la langue anglaise. Mais au-delà du fait qu'ils apprennent la langue anglaise, il ne faut pas oublier le fait que nous avons été colonisés par la France. Et donc, déjà, notre identité est partagée avec cette communauté française qui, de plus en plus, essaye de sortir de cet ancien paradigme, je vais dire, et qui innove. Voyez-vous, essaye de faire bouger les choses en respect quand même aux défis qui s'imposent à la communauté tout entière. Et c'est donc dans ce cadre-là que je dirais, le fait aujourd'hui de rechercher à repositionner la jeunesse comme leitmotiv de développement de l'espace francophone, il y a une très bonne chose. Parce que ça permet de pouvoir se dire, nous ne parlerons plus que de langue française, mais nous parlerons aussi de ce qui préoccupe le plus les différentes nations. Il n'y a pas cet État aujourd'hui qui n'a pas comme défi majeur la question de l'auto-emploi des jeunes, par exemple. Voyez-vous, il n'y a pas cet État-là qui ne prend pas à cœur la question de l'employabilité des jeunes. Donc, du coup, si l'Organisation internationale de la francophonie, après maintes réflexions, est parvenue aujourd'hui à pouvoir dire il faut mettre la jeunesse au cœur de la préoccupation qu'est l'espace francophone, au point de trouver une thématique qui reste d'actualité, ça veut dire que même ils ont compris que s'ils ne le font pas de cette manière-là, ils risquent d'ici 10, 15, 20 ans de disparaître parce que quand vous allez vers les anglophones, on vous dira que c'est des communautés pratiques. C'est des gens qui ne vous demandent peut-être pas forcément quel est le diplôme que vous avez, mais qu'est-ce que vous savez faire. Et vous voyez, cette dynamique-là, je pourrais me permettre de dire que le président Patrice Talon a essayé de le faire comprendre à son peuple d'une manière ou d'une autre. Parce que depuis la conférence des forces vives de la nation, nous étions restés dans un environnement où on ne parlait par exemple que de la politique jusqu'en 2016. Mais quand il a été là, il a tenu à ce que nous puissions aller au-delà de la politique et que nous puissions tous parler économie. Il n'y a pas ce Béninois aujourd'hui qui n'a pas cette possibilité-là de vous parler économie aujourd'hui. Il vous dira d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que je ferai pour apporter un plus, pouvant permettre à ce que ma famille se porte mieux. Le simple fait de mener cette réflexion, c'est déjà un plus. Et Julio l'a si bien dit tout à l'heure, il y a Seme City dont on ne parle pas assez. Mais cette thématique de la francophonie, je dirais même que ça a été déjà abordé par le Bénin depuis plusieurs années, avec
l'installation de Cement City. Vous ne pouvez pas mesurer le nombre de jeunes qui y vont, qui parlent d'innovation, qui parlent d'entrepreneuriat, qui parlent de l'intelligence artificielle. La preuve, nous avons pu avoir 10 jeunes qui ont pu représenter valablement notre nation. Et quand vous voyez les 10 jeunes, vous ne pouvez pas vous dire, par exemple, que c'est du favoritisme qui a été fait. Vous vous rendez compte que c'est effectivement des jeunes qui s'investissent dans un secteur bien défini et qui représentent en fait la fine fleur. Ce sont les leaders de cette thématique-là qui aujourd'hui ont pu représenter notre pays au niveau de l'espace francophone. Donc le défi auquel vous faites allusion, je pense que c'est un défi imminent. L'Organisation internationale de la francophonie l'a compris et est en train de s'enregistrer dans cette dynamique-là. On va espérer que les jeunes béninois, en l'occurrence, puissent aussi comprendre qu'il n'est plus question de rester juste dans un système peut-être académique pour se dire, oui, voici le diplôme dont j'ai bénéficié, mais au-delà du diplôme, il faut aussi chercher d'autres compétences. Pourquoi pas ne pas s'inscrire à Cement City et bénéficier des programmes qui s'y donnent. C'est bien ça. Alors, Michael Vogbe, je ramène la question vers vous. Face à l'essor de l'anglais, comment créer, innover, entreprendre en français? Alors, je pense que c'est en réalité un défi majeur. Un défi majeur en ce sens qu'aujourd'hui, la langue anglaise s'est imposée comme non seulement une langue fondamentale, mais également une langue d'affaires. Aujourd'hui, les Français, en majorité, sont obligés de parler l'anglais pour pouvoir se vendre sur dans d'autres États et être beaucoup plus employable. Alors, quand on prend le sujet comme ça, je pense que ce serait un peu plus difficile pour, je vais dire, les États de ramener la langue française. Sauf que on peut essayer de créer un lien de causalité entre les communautés. Parce que la langue française, oui, mais on peut être bilingue, par exemple, aujourd'hui. On peut avoir la capacité de parler plusieurs langues pour pouvoir s'imposer. Parce que je le dis ainsi, parce que vous allez voir que au-delà de la langue anglaise aujourd'hui, il faudrait pour les personnes qui souhaitent réellement se vendre, il faudrait également parler aussi la langue chinoise aujourd'hui, par exemple. Parce que le défi, ce n'est plus le défi de pouvoir parler essentiellement la langue française ou bien essentiellement la langue anglaise. Mais il faut être multidimensionnel, il faut avoir la capacité de pouvoir parler plusieurs langues pour se vendre. Alors moi, je vois plusieurs jeunes aujourd'hui, par exemple au Bénin, qui, au-delà de la langue française, qui est notre langue officielle, sont obligés d'apprendre la langue anglaise pour se vendre. Parce que vous avez à côté du Bénin... Se vendre dans le monde anglais, c'est ça, sur le terrain de l'anglais. De l'anglais, évidemment. Parce que vous voyez, nous sommes au Bénin aujourd'hui, vous allez voir à côté du Bénin, il y a le Nigeria. Pour pouvoir se vendre à côté, il faut pouvoir parler l'anglais. Sinon, on fait comment? Maintenant, parler l'anglais n'efface pas les aptitudes ou bien l'implémentation des idées de la francophonie. Donc, je pense que c'est beaucoup plus une question stratégique pour pouvoir se vendre et beaucoup plus dans plusieurs domaines à la fois. Alors, M. Julio Tomété, qu'est-ce que vous en dites? Comment dire, la francophonie qui était au départ en fait un instrument de promotion de la langue française, de sa culture et tout, il faut dire actuellement que c'est quelque peu confronté à d'autres natures de difficultés, d'où l'importance pour lui de se réorienter en fait vers ce qui peut véritablement intéresser ou capter l'attention, notamment des plus jeunes. En termes de difficultés, j'ai par exemple suivi, lors du dernier sommet, en fait, un certain nombre de faits que je vais relever rapidement. Pour dire, le problème n'est même pas beaucoup plus dans les questions de langue. Le problème, c'est dans les questions de comment vous arrivez à vous imposer dans le Conseil des Nations. De sorte que je dis, pour ceux qui parlent par exemple de l'avenir de la francophonie, il faut se départir en fait des stéréotypes de ce qu'on lie la francophonie à la France. Alors qu'en vérité, ça ne doit pas être le cas. Moi, je me réclame français de langue française et en fait, c'est devenu en fait un patrimoine mondial. Le français n'appartient pas d'une manière ou d'une certaine façon à la France. Il faut dire, c'est... Oui, parce que en fait, quand vous voyez les chiffres un peu, vous voyez, c'est 85% en fait des francophones sont africains. 85%. Donc, il n'y a pas ce que nous pouvons dire.
pour nous en départir, quel que soit, c'est un héritage historique, nous pouvons dire, mais aujourd'hui, il faut séparer les faits. Pourquoi je dis qu'en fait, il ne faut pas rester focus sur la question de langue, que les défis sont ailleurs. La dernière fois, les gens ont fait une comparaison, c'était hier, que ce qu'ils ont appelé en fait la langue séparation entre, par exemple, la France et ses anciennes métropoles. Pour dire, au dernier sommet à Pékin et Chine-Afrique, il y avait une cinquantaine de chefs d'État africains. Au dernier sommet de la francophonie qui s'est achevé il y a 3 ou 4 jours, il y en avait 19. Et à la fin, lors de la clôture, on en avait 17. C'est-à-dire parce qu'il y a des débats qui sont venus, par exemple, quelqu'un l'évoquait là tout à l'heure, en parlant par exemple du Rwanda, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui dans son discours n'a pas considéré, comment dire, la RDC comme étant en conflit, étant en difficulté. Ça a fâché et le président Tshisekedi qui est parti avant, en fait, comment dire, le traditionnel déjeuner d'une certaine façon. Pour dire, en fait, aujourd'hui, la francophonie est quelque peu, nous ne pouvons pas dire, quelque peu en crise à cause de ce qu'on tente de le lier à la politique française ou, en fait, cette révolution, d'une certaine façon, qui se fait naître. Justement. Les deux sont liés, qu'on le veuille ou non, les deux sont liés. Je suis d'accord, parce qu'il y a les éléments, il y a les parce que ce sont les pays ayant en partage la langue française. Oui, mais la langue française, oui. D'accord. Je dis la langue française n'est plus aujourd'hui, en fait, un patrimoine français. C'est devenu un patrimoine mondial d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est ce qui justifie, en fait, c'est cette perception qui justifie, et peut-être ça a créé une sorte de mélange, vous l'aurez constaté avec, comment dire, comme sur le plan africain, avec les États qu'on peut appeler, qui ont à leur tête, comment dire, des jeunes aujourd'hui, ils ont été suspendus, les États de l'AES, ils ont été suspendus de la francophonie, raison pour laquelle ils n'étaient pas représentés à la TOCLA. Quand bien même, vous permettez? Laissez finir. Okay. Quand je parle de question de langue, quand bien même, il n'y a pas ce mécanisme, d'accord, pour dire même dans 20 ans que, quelles que soient les langues qu'ils auraient embrassées, aucun peuple n'abandonne une langue pour une autre. Tous les peuples, en fait, parce qu'on vous dit que la langue est une richesse. Vous avez peut-être une langue, vous gagnerez toujours en avoir une autre, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je dis, les peuples de l'AES, par exemple, ne peuvent jamais se départir du français, quand bien même ils vont chercher à s'accommoder avec d'autres langues en tenant compte de leurs besoins ou en tenant compte de l'orientation de leur politique publique d'une certaine façon. Donc la question de langue pour moi reste une question d'ordre culturel et que nous avons un patrimoine mondial que nous avons en partage. Je reviens à la question fondamentale de la question de l'anglais. J'ai vu ça passer sur vos antennes. Avec les acteurs culturels et comment dire, les écrivains, que on gagnerait par exemple à ce que beaucoup d'ouvrages, de documents de recherche scientifique soient en français, parce que les documents les plus pertinents, il paraît, en fait j'ai lu ça sur tout là, que c'est en anglais, et donc il y a ce qu'on peut appeler une difficulté d'accessibilité au club francophone. Donc comment faire pour répondre davantage à ce besoin, parce qu'en fait, pour ceux qui sont dans le domaine, ils vous le diront, et moi j'ai été très content en fait de ce que ça a été affirmé d'une certaine façon. Donc, ce sont ces leviers-là sur lesquels il faut travailler. Mais le levier le plus grand, c'est davantage de nous concentrer sur nos besoins. Et nos besoins aujourd'hui, en tant que jeune, Hugues Tozogo ne me démontrera pas, c'est le plein emploi qui reste en adéquation avec les orientations du monde aujourd'hui. On ne peut rien faire aujourd'hui sans ce qu'on appelle la fintech, l'intelligence artificielle, sans les industries culturelles créatives, sans en fait les services du numérique. Et donc, si la francophonie arrive à se départir, pas complètement, des aspects d'ordre culturel et autres, et s'oriente en fait dans ce qu'ils ont appelé la création, l'innovation, l'entrepreneuriat, je pense que chacun y gagnerait. Et nous nous rendons compte qu'en vérité, la francophonie est dans une forme de transformation d'une certaine façon pour se positionner comme en fait un pôle de développement, de sorte que à nous libérer en fait de ce que j'appelais tout à l'heure en fait ces stéréotypes de langue de français aux francophones d'une certaine façon. Moi, je pense qu'on a évolué plus que ça. Le monde a dépassé ça, même pour les autres langues, l'anglais, le chinois ou autres, où que les gens rivalisent aujourd'hui
dans les années, dans ce truc-là, à un moment donné, personne ne se réclamerait d'une langue. Les langues sont, pour moi, en fait, universelles. Disais qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la francophonie est en difficulté. Je tiens à le préciser parce que si vous voyez même l'ossature, cette année, c'est le président français lui-même qui a pris la tête de l'organisation. Pourquoi? Parce que il y a une crise, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas dissocier complètement la francophonie de cette question de géopolitique ou bien de géostratégie mondiale. Pourquoi je le dis? Parce que vous voyez par exemple, la secrétaire de la francophonie, Louise Mouchi-Kiabo, elle est rwandaise. Et même le Rwanda a opté finalement pour la langue anglaise pour mieux s'éclore, pour mieux affronter les enjeux mondiaux actuels. Donc moi je pense qu'on le veuille ou non, la francophonie va devoir se métamorphoser. La francophonie va devoir s'adapter aux enjeux actuels du monde. Voilà un peu. Merci bien. Alors, Monsieur Hugues Zogo, dans le contexte actuel d'innovation et d'entrepreneuriat, est-ce que le cadre juridique du Bénin favorise vraiment les innovations et l'entrepreneuriat? Je ne sais pas s'il y a un meilleur pays dans la sous-région ouest africaine qui offre davantage d'espace juridique à la génération à laquelle j'appartiens. Je vous ai parlé de Semen City tout à l'heure et vous avez vu tous les jeunes qui se retrouvent au niveau de cet institut, qui travaillent d'arrache-pied, qui se sentent épanouis, parce que c'est d'abord le plus grand défi à relever. Il ne suffit pas seulement de mettre en place un institut de réflexion, un institut d'attraction et s'attendre à ce qu'il y ait un retour systématique. C'est que fondamentalement, il y a un travail de base qui a été fait. Les jeunes s'identifient par rapport à cet espace-là qui est mis à leur disposition. Ils y vont, ils rencontrent des partenaires et dès que l'opportunité s'offre à eux pour qu'ils puissent signer des partenariats, que ce soit à l'interne tout comme à l'externe, les dispositions adéquates sont prises. Et puis, vous voyez le nombre de startups que nous avons aujourd'hui, par exemple, c'est des chiffres qui ne cessent d'accroître. Et au-delà du fait que ces chiffres ne cessent d'accroître, vous aviez du concret. Vous avez du concret. Vous voyez des jeunes qui émergent et tout le monde a envie de faire comme eux. Et c'est dans cela que moi, je me dis, ça a été assez réfléchi déjà, d'anticiper. On peut dire que la francophonie est venue à l'école du Bénin. Ne soyez pas jaloux quand je le dis de cette manière-là. Donc, cette fierté-là, nous pouvons quand même nous l'approprier et à partir de ce moment, espérer maintenant qu'il y ait plus de financement mis à disposition de plusieurs cohortes de jeunes qui vont non seulement travailler à l'innovation, que ce soit dans le domaine de la technologie, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine de l'énergie, même de l'économie numérique, pourquoi pas. Nous avons par exemple un ministère consacré à l'économie numérique. Je ne sais pas combien d'États africains on peut prendre cet enjeu-là à cœur. L'économie numérique, vous savez un peu ce que ça représente en termes de richesse pour la génération montante. Donc pour moi, quand vous parlez d'espace juridique, je pourrais me permettre de dire qu'on est allé même au-delà de nos attentes par rapport à ce secteur-là, la date d'aujourd'hui au Bénin. Et c'est une fierté, il faut pouvoir s'enorgueillir parce que nous n'avons toujours pas la chance de revenir sur ce qui se passe de bien chez nous, bien souvent. Voilà. Alors, Michael Vogbé, vous convenez donc que le gouvernement fait assez pour les innovateurs et entrepreneurs? Je suis entièrement d'accord que le gouvernement béninois fait des efforts. Oui. Mais vous convenez également avec moi que tant qu'il reste à faire, on pourra dire que rien n'est fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire selon vous? Alors moi je dis qu'aujourd'hui le système est encore perfectible. Il le dit tout à l'heure que des startups sont créées. Maintenant, est-ce que ces startups vivent dans le temps? Il ne s'agit pas de créer des entreprises qui vont mourir après une année, après 2 années. Il ne s'agit pas de cela, mais il faudrait qu'on crée des entreprises pérennes qui peuvent durer dans le temps, qui peuvent traverser des générations. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut également revoir le cadre juridique réellement pour l'éclosion des entreprises, des startups. Parce que si nous prenons par exemple la loi sur l'embauche, sur l'emploi aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques
il y a certaines choses qu'il faut revoir dedans. Et en revoyant cela, en revoyant ces dispositions législatives et réglementaires, je pense qu'on pourra favoriser beaucoup plus l'employabilité ou bien la création des startups et l'emploi des jeunes. Après cela, je pense également que pour réellement rendre efficace l'employabilité des jeunes et favoriser réellement l'éclosion des jeunes, il faut également revoir le système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, le système éducatif n'est pas un système qui favorise automatiquement l'emploi des jeunes. Le système éducatif n'est pas adapté aux besoins du marché de l'emploi. Donc je pense que même s'il y a des efforts actuellement fournis par le gouvernement en place, je pense qu'il faut également revoir ces facteurs-là pour renforcer réellement l'emploi. Je vais rebondir sur sa réaction pour dire que bien souvent, nous ne sommes pas assez satisfaits des efforts que mènent nos différents gouvernants. Et ce serait une erreur de notre part. Ce serait vraiment une erreur de notre part de ne pas pouvoir admettre à la date d'aujourd'hui qu'il y a effectivement des efforts considérables consentis pour permettre aux start-up de notre pays d'émerger. Vous savez, aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer votre entreprise en une journée. Combien d'États africains et ça me offrent... Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Combien d'États africains offrent cette possibilité aux jeunes? Vous n'avez même pas besoin d'aller au contact de ceux qui se au niveau de ces structures d'État pour vous permettre d'avoir, je vais dire, vos papiers, pour être terre à terre. Alors, en tant qu'entrepreneur, vous savez fondamentalement que vous avez au moins une période de 5 ans pour travailler à l'identité de ce que vous mettez en place comme structure. Il ne suffit pas seulement de créer une start-up et du jour au lendemain, s'attendre à avoir un bond en termes de chiffre d'affaires. Vous avez un minimum de 5 ans de sacrifice à faire, peu importe ce que vous mettez en place. Peu importe les facilités d'accès, que ce soit de tests ou de moyens financiers, vous avez un minimum de 5 ans à faire, quoi qu'il en soit. Alors, dès que vous vous retrouvez dans un environnement comme ça, et le jeune qui n'a peut-être pas assez réfléchi à ce qu'il a l'intention de faire, et parce qu'il voit que d'autres personnes se mettent sur le secteur de l'entrepreneuriat, lui aussi se dit « je veux être entrepreneur ». Dès qu'il se dit « je veux être entrepreneur », il a créé l'entreprise et puis c'est lui qui se met en costume, c'est lui qui passe de structure en structure, il a la chance de gagner 1 ou 2 marchés. La première chose qu'il trouve à faire tout de suite, c'est de s'acheter une voiture. À partir de ce moment-là, il oublie que la voiture, c'est une charge pour cette entreprise-là. À quel moment il a pris du recul pour se dire, est-ce que j'ai déjà en place une structure qui me permet effectivement de m'acheter une voiture, de pouvoir m'occuper des charges de cette voiture-là? Est-ce que c'est de cette voiture-là que j'ai aujourd'hui besoin? Non. Donc pour moi, c'est pas une question qui a plus rapport à l'État, mais c'est plus une question de conscientisation de notre génération. Nous avons plusieurs jeunes qui prennent part le même processus et qui sont en train d'émerger. La belle preuve, nous avons eu 10 représentants au niveau de cet espace de la francophonie à Paris. Ces 10-là, dites-moi un seul qui véritablement n'a pas pu émerger et qui peut-être s'est retrouvé là-bas. Et parle du fait de mettre depuis le bas, d'inclure l'innovation et l'entrepreneuriat depuis le bas, c'est-à-dire dans l'éducation des enfants depuis le bas âge. L'innovation dont vous parlez à partir du bas âge, est-ce que vous et moi, nous avons eu cette possibilité? Est-ce que nos parents ont eu cette possibilité? Et pourtant, ces parents que nous avons connus ont créé des entreprises qui continuent d'être, par exemple, gérées par leurs enfants. Donc, la question la plus importante aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce que l'État a pu mettre en place? Puisque l'État nous favorise aujourd'hui la création, par exemple, ne serait-ce que cet aspect. L'État nous permet, déjà la première année, de ne même pas payer les impôts. Qu'est-ce que vous voulez comme facilitation? Vous voulez que l'État vous demande de ne pas payer les impôts pendant 5 ans? À quel moment l'État pourrait avoir les moyens pour créer les infrastructures d'ordre routier, d'ordre éducatif et autres? On va y aller rapidement. Monsieur Julio Tomati, alors qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que déjà l'État devrait inclure l'innovation et l'entrepreneuriat dans l'éducation scolaire depuis le bas âge, en vue de répondre aux contraintes actuelles? Non, je vais vous répondre par les éléments que j'ai tirés en fait de ce sommet et des 10 jeunes entrepreneurs qui ont
représenter le Bénin. D'abord, il faut dire, Francotech, c'est 1500 professionnels, entrepreneurs, chefs d'État, experts de tout domaine, journalistes, cadres, ainsi de suite. C'est un peu plus de 100 jeunes, dont le Bénin a été représenté par 10 jeunes. Vous pouvez voir un peu, en fait, la proportion. Et qu'est-ce que le Bénin a proposé et par quel mécanisme? Il s'agit des jeunes que le Bénin a sélectionnés. C'était une coopération, je peux dire, entre CMCity et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, qui fait beaucoup, en fait, dans l'accompagnement entrepreneurial des petites et moyennes entreprises, qui sont l'apanage notamment des jeunes. Qu'est-ce que le Bénin a proposé à Francotech à travers Bénin Inno, à travers notre stand Bénin Inno? Je vais prendre 5. Vous allez voir les éléments dont nous parlions ici tout à l'heure par rapport à ce qui est en train d'être fait. Je vais parler notamment des startups et non des personnes. La première, c'est une application, une plateforme SCI qui se concentre sur l'orientation, la formation, l'insertion professionnelle en Afrique. Ce n'est pas qu'au Bénin. Formation, orientation, formation, insertion professionnelle. C'est une plateforme qui aujourd'hui est sur le plan international, donc les limites dépassent le Bénin. Un autre, une application appelée Zepai. Le nom est déjà illustratif. Il s'agit en fait d'une application mobile pour faciliter l'épargne et la gestion financière. Je me retrouve un peu dans ce que décrivait tout à l'heure Hugues Torsogo. Une autre plateforme, une plateforme d'inclusion en fait des organisations par rapport aux questions de sécurité, notamment alimentaire. Donc, je prends ces 2 ou 3 exemples-là pour montrer, en fait, c'est toute une plaquette ou une plateforme. De sorte qu'en fait, les 10 jeunes représentants du Bénin ont presque englobé, et parce que c'est l'un des rares pays dont, en fait, les personnes représentées ont englobé tous les, tous les thématiques, d'accord, retenues par rapport à ce sommet, notamment par rapport au Francotech. Et donc, je peux dire, sans risque de me tromper, en tenant compte du dispositif législatif à travers, puisque nous parlons du numérique, nous avons parlé tout à l'heure de, du ministère, en fait, de l'économie numérique, mais il y a à côté de ça, quelque chose dont on ne parle pas souvent, le code du numérique. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que le code du numérique n'est pas que répressif, en fait, des infractions commises en ligne. Le code numérique encadre toute l'activité commerciale sur, en fait, les plateformes. Vous voulez acheter en ligne, vous voulez vendre en ligne, vous voulez vendre des solutions numériques. Le code a tout encadré et vous donne même, en fait, des idées en termes de prévention, pour ne pas tomber dans un certain nombre de pièges. Quand vous voyez le code, c'est assez volumineux, et les questions d'ordre répressif, c'est très présent. Mais aujourd'hui, en fait, sur le plan, en fait, c'est aussi nos limites. Quand on parle du code numérique, on pense simplement à la répression des infractions commises en ligne. Donc, nous avons, en fait, un cadre législatif qui protège, qui prévient, qui oriente. Nous avons des politiques publiques orientés vers ce sens par rapport à ce que nous venons de décrire. Et nous avons des mécanismes opérationnels qui permettent de mettre tout cela en musique pour, en fait, nous amener vers un résultat. Ce que moi je recommande simplement, c'est que nous sortons un peu de nos carcans, nous informons davantage. En fait, le monde a dépassé cette question de, en parlant d'employabilité, le monde a dépassé cette question de jeunes qui se forment et qui va chercher un emploi. Je pense que nous allons changer le paradigme de sorte que vous allez chercher des employés que vous n'allez pas trouver parce que tout le monde aura quelque chose à proposer par rapport aux besoins qui se posent à sa communauté. C'est à cela, en fait, moi, je nous invite pour nous, en fait, départir de quelques considérations qui peuvent nous obstruer quelque peu, en fait, les idées. Libérons-nous, cherchons l'information, cherchons la vraie information. Et je pense que nous pouvons nous garantir à ceux qui viendront après nous des lendemains meilleurs en tenant compte des défis et enjeux qui se posent à notre génération. Je comprends évidemment sur la question. Ce que je relevais juste, c'est la question du renforcement du travail qui est fait actuellement. Parce que une chose est de poser des actes, l'autre
est de pouvoir sensibiliser, de pouvoir informer. Parce que tout à l'heure, il parlait de l'information. Je pense que le peuple, même en question, a droit à l'information. Le peuple, le gouvernement ou bien l'État, je prends l'État en grandeur nature, a ce devoir-là d'informer suffisamment les populations et notamment les jeunes. Je le dis ainsi parce que un jeune avec emploi ou bien un citoyen avec emploi, c'est un taux de criminalité qui baisse. Le jeune qui a d'emploi ne pense pas à commettre des infractions mineures comme le vol, le mensonge et bien des petites choses. Donc moi, j'invite juste l'État à faire deux choses. Pour la première des choses, à réorienter l'éducation. Deuxième chose, à renforcer le travail qui est fait et à beaucoup plus sensibiliser les populations pour que les gens soient beaucoup plus informés du travail qui est fait, évidemment, par le gouvernement. Nous abordons aussi le procès de Steve Amoussou et ses implications sur la liberté d'expression et la responsabilité sociale. Alors, Monsieur Hugues, vous pensez que ce procès a des conséquences sur la confiance du public? Je dirais fondamentalement que d'abord, ce procès, c'est un procès très attendu par nos compatriotes béninois. Nous avons eu l'information, le procès a été reporté pour le mois de novembre. Et donc, sans aucun doute, en novembre, beaucoup voudront encore comprendre effectivement ce qui s'est passé. Mais la thématique que vous abordez, elle est très, très intéressante parce que quand vous parlez de responsabilité sociale, moi, je me pose la question de savoir, à la date d'aujourd'hui, combien de personnes se rappellent encore de notre compatriote Steve Amoussou? À la date d'aujourd'hui, combien de personnes se sont encore souvenues de lui? Ben, il y a peut-être quelques mois en arrière, ils étaient des dizaines de milliers à pouvoir l'encourager, à pouvoir le soutenir dans ce que je pourrais appeler, entre griffes, des erreurs de jeunesse. Parce que c'est de là, tout le problème se situe à ce niveau. Aujourd'hui, il a été mis aux arrêts. C'est vrai, il n'a pas encore été jugé. Beaucoup de non-dits autour du dossier, sans aucun doute. Mais il faut dire qu'il y a un comportement qui me choque. C'est l'attitude de ceux qui, hier, étaient là à applaudir, à pouvoir dire, oui, tu peux foncer droit. Ce que tu dis là, tu peux le dire. Tu es le meilleur à pouvoir le dire. C'est leur attitude à la date d'aujourd'hui. Où sont-ils? Ils se retrouvent sans doute dans leur maison, avec leur petite famille, et l'autre est mis aux arrêts. Je suis sûr que, de par sa position actuelle, lui-même, il aurait eu suffisamment de remords. Parce que, bien souvent, nous manquons de justesse par rapport aux actes que nous voulons poser. On peut ne pas être d'accord avec un gouvernement, on peut ne pas être d'accord avec une autorité, mais il y a la manière pour le dire. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et un état de droit, c'est régi par des tests. Vous devez forcément faire attention à tout ce que vous dites. Aujourd'hui, le dossier est là. Et beaucoup sur les plateformes numériques, que ce soit WhatsApp ou Facebook, vous suivez un peu les commentaires et vous vous dites, donc, c'en est fini comme ça. Pour moi, la question de la responsabilité sociale doit être de plus en plus abordée au niveau de nos familles. Au niveau de nos familles. Le père de famille doit pouvoir de temps à autre faire asseoir ses enfants pour leur dire, c'est vrai, vous avez la liberté d'expression, mais tout ne vous est pas utile. Vous avez la liberté d'expression, mais en voulant utiliser ce droit que vous avez, ce droit constitutionnel, vous avez aussi un devoir vis-à-vis de votre conscience et vis-à-vis de l'identité que vous portez, qui est votre famille. Parce que le nom que vous portez, ce n'est pas votre nom. C'est le nom de plusieurs générations. Et ces personnes-là ont travaillé à pouvoir vous transmettre cet héritage-là. Qu'est-ce que vous en faites? Voilà la question que je laisse poser. Alors, Monsieur Julio Tometti, en l'état actuel des choses, quelle est la responsabilité des médias vis-à-vis du procès de Steve Amoussou?
La responsabilité des médias. Les Comment- médias, comme dans leur premier rôle, forment. Oui, oui. Mais a priori, les médias contribuent à la sensibilisation. Ce que nous pouvons appeler plus généralement la citoyenneté. Bien sûr. Parce que voyez-vous, comme Hugues Zogo le disait tantôt, non, les premiers jours, c'est déjà du regret. C'est déjà du regret. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, les charges qui sont retenues comme contre frère Steve Amosso, les charges qui sont retenues contre lui, il faut le rappeler, c'est harcèlement par voie électronique, provocation à la rébellion et diffusion de fausses informations. Quand vous voyez les actes et les infractions retenues, vous vous rendez compte que, en vérité, on se rend compte que ces faits sont constitués au regard de tout ce que nous avons tous quotidiennement ou hebdomadairement entendu. Oui. À partir de ce moment-là, au fond, il n'y a rien à faire pour s'en sortir. On sait, tout le monde sait que c'est mauvais, ce que nous entendions quotidiennement. Et que nous semblons même applaudir parfois parce que, comment dire, avec le verbe, les tenues, en fait, la rhétorique autour. Pourquoi m'entendre ça? Et bon, ça fait bien. Si tant est que vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui sont vilipendés, ceux qui sont diffamés, on est content. Et c'est ce qui justifie justement que personne ne veut se reconnaître aujourd'hui comme étant le frère Mouvi. Oui. Et donc, ça ne veut pas dire que non, je n'ai pas fait ci, ce que vous dites n'est pas ça, mais non, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Si personne aujourd'hui ne veut se réclamer, excusez-moi, si Steve Amosso ne peut pas se réclamer frère Mouvi, ça veut dire que dans le fond, on sait que ce qui est posé est un acte attentatoire à la liberté d'expression. J'ai l'habitude de dire, ceux qui mettent en péril les libertés sont ceux qui l'utilisent mal. Parce que, en vérité, il n'y a jamais eu de liberté sans limite. Et pour l'individu, l'expression de toute liberté doit avoir de la mesure. Parce que, au-delà de toute chose, l'expression de votre liberté, lorsque ça crée de nuisances à l'autre, l'autre aussi, c'est en fait ce privilège pour lui que l'État le protège. Au nom de votre liberté, vous ne pouvez pas me diffamer. Si vous me diffamez, vous me créez du tort. Et la communauté, en fait, doit prendre fait et cause pour moi. En fait, c'est ça, d'une certaine façon. Donc, chacun doit pouvoir rester dans la mesure, dans la limite de ce qui est permis. Donc, pour revenir à votre question, le rôle, en fait, de la presse de manière générale, c'est d'informer, mais c'est beaucoup plus de sensibiliser à plus de responsabilité citoyenne dans cette matière-là. Et ce que nous pouvons regretter, c'est quoi? Avant que Steve Amosso ne soit arrêté, je n'ai pas vu des gens prendre cette responsabilité-là de dire ce qui se passe n'est pas bon. Parce qu'on a l'impression que lorsque vous allez le dire, vous aurez en fait les gens sur votre chemin. Parce que même ceux qui n'étaient pas d'accord n'osaient pas en parler. Alors qu'il faut oser en parler. Il aurait fallu que nous dénoncions suffisamment en fait ces chroniques hebdomadaires du frère Mouvi avant ces questions d'arrestation. Ça aurait permis d'une certaine façon d'être assez préventif dans la sensibilisation. C'est vrai que c'est encore toujours possible de le faire et de le faire dans l'avenir, mais il faut toujours dire que chacun doit être souvent responsable des actes qu'il commet et rester dans la mesure. Alors, Monsieur Michael Vogbe, quel message envoie le procès de Steve Amosso aux jeunes journalistes et aux médias? Alors, je pense que c'est une affaire qui est toujours pendante devant la justice et il n'est pas en principe autorisé de porter des jugements de valeur sur des affaires pendantes devant la justice, auquel cas nous nous exposons aussi à la rigueur et à la sévérité de la loi. Sauf que moi, j'aimerais inviter les uns et les autres, les personnes qui manipulent réellement le cyberespace, de s'approprier d'abord le code du numérique. Parce que c'est le code du numérique qui régit réellement les rapports entre les individus ou bien les messages, l'information et tout ce qui va avec sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais dire qu'avant qu'une personne n'écrive des choses, ne parle, n'aborde des propos diffamatoires sur une personne, que la personne s'assure d'avoir suffisamment les preuves qu'elle peut présenter en cas de procès, au cas où la personne aurait porté plainte en raison de dommages qu'on lui aurait causés pour une réparation de dommages. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord.
Steve Amoussour est dans les mailles de la justice, il s'est trouvé en porte-à-faux avec la loi. Donc je pense qu'on doit attendre le déroulement du procès jusqu'à la fin parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Même si le public, beaucoup de personnes pensent qu'il est déjà coupable et qu'on l'a déjà accusé, il n'est pas encore accusé. Donc on attend, on patiente pour entendre le verdict de la justice pour pouvoir tirer les conclusions idoines par rapport à cette affaire. Monsieur Hugues, oui, très rapidement. Je vais simplement conclure pour dire, chaque acte que vous posez, soyez certain que vous êtes le seul responsable et vous serez le seul à pouvoir répondre de tout ce qu'il y a comme conséquences qui en découleraient. Et par conséquent, faites beaucoup attention. Merci. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de ce débat, discussion enrichissante. Nous espérons que vous aurez tiré des réflexions utiles pour vous également. Nous allons nous retrouver demain pour un autre débat, toujours sur E-Télé, en direct du studio François Xavier Noumon.